bon. Donc, ouais, je viens compléter la présentation de Mathieu, d'Aurélien, de Amélie. Ouais, c'était pour vous parler des systèmes recirculés et prendre maintenant le tournant sur les équipements de base pour permettre un fonctionnement efficace de la recirculation de l'eau. Rapidement, je me présente, Sébastien Stoll. Je suis ingénieur aquacole et donc j'ai monté le bureau d'études là-haut il y a 4 ans, spécialisé en développement de projets en aquaculture et en aquaponie et en études d'impact de projets. Alors, si ça veut bien marcher, faisons ça peut-être. Voilà. Donc, pour commencer à parler des systèmes recirculés aquacoles, on va regarder les aspects des facteurs qui ont appuyé, qui ont permis le développement des races. Donc, en commençant par les origines, les techniques de systèmes recirculés aquacoles ont été mises au point par les travaux de l'Ifremer, qui dans les années 70 travaillait sur la maîtrise de l'élevage larvaire du bar et se confrontait à des difficultés de maîtrise du taux de survie larvaire à cause de l'utilisation de systèmes ouverts, de bassins statiques. Et progressivement, ils ont peaufiné les techniques d'élevage et ont développé ce qu'on connaît aujourd'hui comme les systèmes recirculés aquacoles. Les résultats ont été probants, ils ont permis de lever le blocage de la mortalité et d'avancer sur la maîtrise de la technologie d'élevage en écloserie de poissons marins, puisqu'après le bar, on a vu arriver la dorade, puis le saumon. Donc, c'était l'essor des systèmes recirculés aquacoles en écloserie-nurserie, puis sur des unités de pré-grossissement, de grossissement, et qui se sont étendues à partir de là à tout type d'espèces tempérées, tropicales, et des poissons également vers les coquillages, les crustacés. Donc, les origines des systèmes recirculés aquacoles viennent des travaux initiaux menés par l'Ifremer. Ils avaient aussi l'avantage de pouvoir répondre à des problématiques en élevage aquacole en milieu ouvert en mer ou en système ouvert à terre. Ces systèmes en fait ne permettaient pas d'avoir une maîtrise des paramètres de qualité d'eau entrant. Ils étaient largement vulnérables aussi aux aléas climatiques et ils étaient limités en densité d'élevage. Et l'arrivée des systèmes recirculés aquacoles a permis de favoriser la maîtrise des techniques d'élevage, du contrôle des paramètres de qualité d'eau, d'accroître les densités d'élevage et donc la productivité des systèmes. Et ça, ce sont vraiment les points fondamentaux qui ont appuyé le développement des techniques de production en système recirculé aquacole. Il faut savoir qu'aussi, ça permet de limiter les rejets. Donc aujourd'hui, avec les problématiques que rencontrent les pisciculteurs en circuit ouvert, de limiter l'impact sur le milieu, la technologie des systèmes recirculés pourrait permettre d'apporter des solutions pour accompagner le développement de la filière, qui est exposée en plus avec les aléas climatiques, notamment en période d'étiage, à des difficultés de maîtrise des rejets. Et on voit aussi que les systèmes recirculés aquacoles permettent de pouvoir s'implanter dans différents endroits qui n'étaient pas forcément appropriés à recevoir des installations de production de poissons. Donc, la technologie des systèmes recirculés aquacoles est en expansion et devrait continuer à l'être. Donc, ces systèmes maintenant sont rencontrés en écloserie-nurserie pour assurer l'élevage des géniteurs, des larves, des alevins, également des proies vivantes. Puis le stade de production en pré-grossissement et en grossissement. Pour l'élevage des saumons, c'est un secteur qui est en plein développement. Des systèmes aquaponiques aussi pour compartiments piscicoles. On voit de plus en plus de projets d'aquaponie qui donc intègrent les systèmes recirculés aquacoles pour assurer la partie, le compartiment piscicole et boucler sur le compartiment végétal. Les systèmes recirculés aquacoles sont aussi depuis longtemps utilisés en aquarium, en aquariologie, et aussi équipent les centres de recherche et développement comme à l'INRA. Donc les équipements qui sont utilisés en système recirculé aquacole répondent à des objectifs recherchés, à savoir la limitation de l'accumulation des matières en suspension, le contrôle du taux d'ammoniac,
le maintien d'une pression bactérienne faible, le contrôle de gaz dissous et le fonctionnement hydraulique maîtrisé. Donc, tous ces points-là ont déjà été bien développés par Mathieu. On va regarder ça sous l'angle des équipements. Donc, les systèmes recirculés peuvent être de deux types. Donc, on rencontre des systèmes recirculés gravitaires. Donc, l'écoulement de l'eau depuis les bassins vers un filtre mécanique pour retirer la matière en suspension, puis un filtre biologique pour traiter l'ammoniac. Donc là, on parle de système recirculé gravitaire. Dans un autre cas de figure, on peut avoir aussi une filtration mécanique pression depuis la station de pompage à partir de filtres à sable, puis un compartiment de filtration biologique, puis les bassins d'élevage. Donc dans ce cas-là, on parle de système recirculé pression. Donc, ce sont les deux types de fonctionnement principaux que l'on rencontre en technologie RAS. Donc, pour limiter les matières en suspension, l'objectif est évident, c'est limiter la concentration MES. Ces MES sont vecteurs de contamination. Elles peuvent transporter des agents infectieux et elles peuvent aussi soutenir l'accumulation de l'ammoniac, puisque les MES sont aussi riches en azote. Et les systèmes de filtration mécanique ont pour fonction d'optimiser le fonctionnement des autres équipements de traitement de l'eau qui vont suivre. En système pression, on va avoir un compartiment de filtration mécanique, puis un compartiment de filtration pression avec une vitesse de passage de l'eau qui est très rapide. Et ça nécessite d'avoir une filtration mécanique efficace pour pouvoir optimiser le fonctionnement de la filtration biologique. Une autre étape de la boucle de traitement de l'eau en système recirculé, c'est la stérilisation de l'eau. Avant qu'elle arrive dans les bassins d'élevage, il faut donc abattre aussi la matière en suspension au maximum pour permettre un fonctionnement optimum du stérilisateur UV ou du système d'ozonation. Donc, les solutions techniques qui sont utilisées pour la filtration ou pour limiter les matières en suspension, donc ce sont des équipements de type filtre à tambour, de type filtre à sable, filtre à disque, filtre à poche ou filtre à cartouche. Il faut savoir que ces équipements-là ont un gradient bien spécifique de capacité de traitement de l'eau. Les filtres à tambour peuvent traiter des quantités très importantes d'eau, tandis que les filtres à poche ou des filtres à cartouche ont des capacités beaucoup plus limitées. Et donc, les considérations qui se posent pour choisir les équipements sont donc bien sûr le débit d'eau à traiter, mais également le niveau de filtration requis. Savoir que si on travaille en écloserie, on va se retrouver à traiter des matières en suspension qui seront beaucoup plus fines que celles qui seront excrétées par des poissons en grossissement. Donc de là, il faut bien aussi connaître le profil des matières en suspension que l'on doit traiter pour pouvoir adapter le seuil de filtration en fonction de cette caractéristique. Également les contraintes de fonctionnement, suivant les caractéristiques du site, l'aménagement du site, si c'est la reconversion d'une ferme d'élevage de truites arc-en-ciel, par exemple, là, on sera sur un fonctionnement gravitaire. C'est imposé par les conditions du site. Par contre, si on est sur un aménagement d'un site nouveau, on peut envisager, en fonction des volumes, des débits à traiter, d'avoir des systèmes de traitement de l'eau de pression. Et tout cela, en fait, sont limités par leurs caractéristiques qu'on va voir juste après. Et bien sûr, se pose la question du coût de l'investissement et des charges opérationnelles du choix technique. Donc, le coût de l'investissement, c'est le coût de l'achat du matériel, plus les infrastructures qui permettent de l'intégrer. Mais également, il ne faut pas perdre de vue les charges opérationnelles quand on va s'orienter ou évaluer tel ou tel type de filtration mécanique. Donc, les charges opérationnelles se composent essentiellement de la charge du poste de consommation énergétique et de la charge également de la quantité d'eau qui va être consommée principalement pour assurer le backwash des équipements. Donc là, c'est un tableau qui présente dans les grandes généralités les caractéristiques des techniques de filtration mécanique en ratio de coût par mètre cube d'eau traitée, en perte de charge et de la consommation énergétique qui est induite par ces équipements, la capacité d'avoir un backwash automatique qui est très utile quand on veut optimiser le fonctionnement des systèmes, et la consommation en eau de ces cycles de backwash. Donc, les systèmes gravitaires, bien sûr, ont une caractéristique avec une perte de charge qui est très faible
par rapport à des systèmes pression comme des filtres à sable et des filtres à disque, qui, eux, ont des consommations énergétiques beaucoup plus importantes. On remarque par contre que des filtres à tambour, par exemple, qui ont un système de backwash continu, vont consommer beaucoup d'eau par rapport à d'autres solutions. Donc voilà, quand on veut faire un arbitrage et choisir la meilleure technologie pour assurer la filtration mécanique, il faut se poser toutes ces questions. Donc il faut considérer que les pertes en eau par les backwash doivent être compensées par l'addition d'eau neuve, et que cette eau neuve, à part si on vient pomper dans une rivière, mais si on fait une adduction d'eau neuve à partir du réseau d'eau de ville, elle a un coût. On parle de 2, 3, voire 4 euros par mètre cube d'eau neuve qui sont utilisés. Donc ça, sur le bilan à la fin de l'année, c'est un poste de dépense qui doit être optimisé et considéré. Les technologies donc, de filtre à tambour ont la capacité de pouvoir traiter des débits importants, jusqu'à 2500 mètres cubes par heure, et d'appliquer un niveau de filtration qui est intéressant. On peut retenir des matières en suspension qui vont démarrer à partir de 60 microns. Après, il faut savoir que plus le débit augmente, plus il faut laisser passer l'eau, et donc le niveau de filtration va diminuer. On va se retrouver avec des niveaux de filtration de 100 ou 150 microns. Toujours encore, il faut prendre en compte les caractéristiques des matières en suspension qu'on doit traiter. Ces équipements s'installent sont en fonctionnement gravitaire. Pour les filtres à sable, on est sur des capacités de traitement d'eau qui sont plus faibles, mais qui restent encore intéressantes suivant le système qui est dimensionné. Avec par contre là, un niveau de filtration qui est beaucoup plus intéressant quand on veut travailler par exemple en écloserie. On travaille sur des petits volumes par rapport à des fermes de grossissement, mais on a des besoins aussi de traiter des matières en suspension qui sont plus fines. Donc dans ce cas particulier, les filtres à sable présentent vraiment des avantages. Par contre, cela fonctionne en pression. Et pour des plus petites applications, notamment pour le traitement de l'eau fin, quand on veut appliquer des niveaux de filtration vraiment, vraiment bas, par exemple, si vous voulez faire un apport d'eau neuve pour la culture des microalgues, là, vous devez descendre à des seuils de filtration très importants. Et ces filtres-là peuvent traiter des débits de l'ordre de 1 à 10 mètres cubes par heure et fonctionnent également en pression. Là, en fait, je vais vous présenter rapidement une étude comparative entre deux solutions de traitement de l'eau. Premier cas, donc, c'est un exemple de projet en grossissement de truites, compartiment piscicole de ferme aquaponique. Donc, dans le cas d'espèces, le débit à traiter est de 100 mètres cubes par heure. Et l'étude comparative des solutions qui se présentaient, à savoir, valait-il mieux opter pour un filtre à tambour sur bâti ou sur un filtre à sable, l'étude technico-économique a permis d'identifier que la solution filtre à tambour était la plus avantageuse, en sachant qu'on se projette généralement sur des durées d'amortissement de l'ordre de 4-5 ans pour ce type d'équipement. Donc, quand on regarde dans les valeurs, le coût d'investissement entre les deux solutions est quasiment similaire. Par contre, les charges opérationnelles sont beaucoup plus importantes pour un filtre à sable, et cela est induit par la forte consommation en énergie pour assurer le fonctionnement des équipements pression. Par contre, on voit que sur le poste de consommation en eau, il est plus important pour un filtre à tambour qu'un filtre à sable, du fait de la plus forte consommation en eau par cette technique de traitement de l'eau. Mais au final, l'arbitrage, quand on projette les chiffres sur 5 ans, la solution de filtre à tambour reste plus avantageuse. Pour un autre cas d'espèce, donc là, on est sur un exemple de projet en écloserie de tilapia. Donc, pour les écloseries, les débits à traiter sont moins importants. Dans ce cas d'espèce, on a des seuils de filtration aussi pour les écloseries qui sont importants, donc c'est un critère à prendre en compte. Les solutions à approcher en coût d'investissement sont en faveur des filtres à sable, et le poste de consommation électrique et le poste de consommation en eau ont fait orienter le choix technique vers la technologie de filtre à sable, l'équipement qui est couramment en plus rencontré en écloserie, pour notamment assurer un seuil de filtration optimum. Le contrôle du taux d'ammoniac, c'est un point que tu avais développé, Mathieu, sur qu'est-ce qui est en présence dans les systèmes recirculés aquacoles, qu'est-ce qui est problématique. Et ce qui est problématique, c'est l'ammoniac. L'ammoniac est présent dans l'eau donc, sous deux formes. Donc, le NH3, qui est la forme la plus toxique de l'ammoniac, et le NH4+. Et pour compléter ce qui avait été dit, donc là sur les graphes, on voit bien qu'autour de l'optimum de fonctionnement des filtres biologiques à pH 8,
on voit que la concentration en NH3 ou la présence de NH3 tend à augmenter de manière rapide. Donc, si on zoome, on voit bien que si on est autour d'un pH 8, le NH3 qui est très toxique et a une faible concentration autour de 0,03 mg. Par contre, si on passe à 8,2, 8,3, ce qui peut arriver très vite en système recirculé aquacole, si on n'a pas de pouvoir tampon dans le système, on va tout de suite arriver à des concentrations qui vont doubler. Et la cinétique est très rapide dans ce cas de figure-là. Donc, il faut bien faire attention au pH et les variations de pH qui sont induites par le filtre biologique. Donc, ça nécessite en fait de pouvoir optimiser les performances du filtre biologique en tenant compte du pH pour assurer une bonne réaction de nitrification et de gérer en fait le fonctionnement de ce système et d'être très vigilant autour des variations de pH du filtre biologique. Pour définir le volume de médias en filtration biologique, donc il convient de bien connaître les caractéristiques de l'élevage, donc à savoir la quantité d'aliments qui est distribuée, donc elle s'exprime en kilogrammes par jour, le pourcentage de protéines contenues dans l'aliment, qui peut varier d'une espèce à l'autre, qui peut varier d'un stade d'élevage à un autre, le débit d'eau qui est recirculé, l'apport en eau neuve et la température de l'eau qui va bien sûr jouer sur la cinétique de la nitrification. Il faut aussi bien sûr savoir quel est le taux d'excrétion ammoniacale des poissons. Et ceci varie en fonction des espèces et du taux de la taille des poissons. Et bien sûr aussi le taux d'ammoniac résiduel qui est acceptable. C'est la concentration maximum qu'on va se fixer pour définir le volume de filtration biologique qui doit être installé pour pouvoir assurer un taux d'ammoniac qui soit supportable par les espèces qui vont être en permanence en contact avec cette eau qui va être recirculée très régulièrement. Donc, il faut bien respecter ce seuil pour pouvoir assurer le bon développement de l'élevage. Et la vitesse d'élimination de l'ammoniac, elle varie en fonction du type de biomédia et de la température. Donc, tous ces paramètres-là rentrent en ligne de compte pour définir le volume de médias de biofiltration. Et à titre d'exemple, donc ça, ce sont des valeurs qui renseignent le volume de médias en fonction des débits d'eau qui sont recirculés. Donc, si vous lisez sur le bas, vous avez donc les concentrations en NH4 maximum en sortie de bassin. Donc, généralement, sur un système recirculé aquacole, on est autour des valeurs de 1,5 maximum mg par litre. C'est ce qu'on veut maintenir au maximum dans un système recirculé. Donc, tout de suite, on regarde quel est le débit recirculé qui est considéré. Donc, on est au-dessus des 100% de taux de recirculation. On va de 150 à 250%. Et on voit que plus on recircule l'eau et plus on peut descendre en termes de concentration en NH4 dans le système recirculé. Ce qui est important quand on travaille avec des espèces qui sont très sensibles. Les saumons, les juvéniles de poissons marins, ces espèces-là sont très sensibles au NH4. Donc, il faut adapter le taux de recirculation pour pouvoir maintenir une concentration qui soit favorable au développement de l'élevage. Également, l'apport d'eau neuve. Donc là, on voit que en fait, le volume de biomédia qui doit être implanté peut varier en fonction de l'apport en eau neuve. Généralement, les taux d'apport en eau neuve en système recirculé aquacole, ils varient entre 10 et 200% par jour du volume d'élevage. Donc, on se rend compte que pour des taux de recirculation compris entre 150 et 250%, on observe une baisse qui va de l'ordre de 10 à 20% du volume de biomédia si le système est correctement dimensionné en apportant de l'eau neuve dans ces proportions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le volume de biofiltration est influencé par le taux de recirculation et le taux d'ouverture du circuit fermé. Donc, tous ces ratios s'expriment en pourcentage du volume d'élevage par heure ou en pourcentage du volume d'eau neuve par heure ou par jour. Donc, les équipements de filtration biologique, donc il y a plusieurs techniques qui sont employées. Donc, il y a des filtres à lit fluidisés qui sont très courants avec les grosses installations. Ils peuvent être également fonctionner en lit statique. Donc, la différence, en fait, c'est le type de média et l'utilisation en continu ou pas d'aérateurs. Les aérateurs sont là pour brasser les curlers.
et assurer un bon renouvellement du biofilm sur la surface des biomédias. En fonctionnement en lit statique, ça marche aussi très bien, parce qu'il faut garder en tête que les bactéries nitrifiantes fonctionnent très bien à des faibles concentrations en oxygène, à partir de 2 mg, comme tu le soulignais, Mathieu, mais elle marche très bien aussi à 3 mg, à 4 mg. Donc, si on considère qu'on a une filtration biologique qui est placée en sortie de bassin d'élevage et qu'on a dimensionné la densité d'élevage, qu'on connaît la concentration théorique en sortie de bassin, sans réoxygéner l'eau, on devrait arriver à des concentrations qui sont faibles. Et ce n'est pas un problème pour le fonctionnement du filtre biologique. Donc, il faut garder ça en tête, qu'il y a des techniques alternatives à l'utilisation de filtres à lit fluidisés, donc des filtres à lit statiques, mais également des filtres à ruissellement, où là, en fait, l'eau percole à travers le substrat, les biomédias. Et ce fonctionnement est aussi efficace parce que les bactéries sont en contact permanent également avec l'air et elles ont une fonction nitrifiante qui est aussi efficace. Et les filtres pression, donc là également, il n'y a pas d'apport d'eau, il n'y a pas d'apport d'air. Ces filtres laissent passer l'eau et les bactéries se développent sur des substrats spécifiques, mais là, on n'utilise pas d'apport d'oxygène, d'aération, et on s'appuie sur les caractéristiques des bactéries qui peuvent fonctionner à des faibles concentrations en oxygène. Les types de médias qui sont utilisés en filtre à lit fluidisé, en filtre à lit statique et en filtre à ruissellement sont de type curler, des bioballs ou des biochips. Quand on regarde les caractéristiques des médias, il faut bien évaluer les surfaces spécifiques qu'elles peuvent développer, ramener au mètre cube. On a des fiches techniques qui nous renseignent sur la surface en mètres carrés. Donc, les curlers sont généralement des équipements très intéressants qui proposent des surfaces de l'ordre de 600 à 800 mètres carrés par mètre cube. Donc, c'est des surfaces qui sont vraiment intéressantes. Les bioballs ont des surfaces spécifiques un peu moins importantes, mais qui restent aussi tout à fait intéressantes. C'est une question de dimensionnement. À partir du moment où on a évalué la surface spécifique qu'on doit intégrer pour cultiver les bactéries nitrifiantes et pouvoir traiter le problème de l'ammoniac. Quand on connaît cette surface spécifique, on peut choisir le type de média qui nous permet de pouvoir assurer cette surface recherchée. Et les biochips, alors on trouve de tout sur le marché. Après, je vois des fiches techniques qui annoncent des valeurs qui sont assez surprenantes de plus de 1000 m² par mètre cube de médias. En avoir utilisé, on était plutôt sur 600-650 m², donc ça reste très intéressant. Donc, l'ordre de grandeur autour de ces médias, c'est entre 500 et 1000 m² par mètre cube. Après, on a d'autres solutions pour les filtrations biologiques en filtre pression. Donc là, on est sur des matériaux qui sont des types de roches volcaniques ou des argiles expansées. Donc, on parle de biogrog, de zéolite, de pouzzolane, avec des caractéristiques aussi intéressantes en termes de surface spécifique, parce que ce sont des matériaux qui sont très poreux. Et donc, les bactéries vont venir se développer à l'intérieur de ces médias. Là, c'est une étude comparative entre les solutions de biofiltration des projets en question. Donc, sur le premier projet, pour traiter les 13 kg par jour qui sont utilisés pour l'élevage, on a comparé des technologies de filtre à lit fluidisé avec curler ou filtre pression plus biogrog. Et dans le premier cas de figure, là, la solution qui a été retenue, c'est le filtre à lit fluidisé plus curler. Tout ça dans une approche technico-économique. Et pour le projet d'écloserie de tilapia, dans ce cas de figure-là, l'approche technico-économique a permis de retenir le filtre pression avec le biogrog. Pour l'approche ensuite, le compartiment qui est important après la filtration biologique, c'est le compartiment de désinfection de stérilisation de l'eau pour maintenir une pression bactérienne faible et éviter l'entrée de pathogènes dans les bassins d'élevage. Donc, l'objectif, c'est de limiter le risque de développement des agents infectieux, prévenir l'intrusion et la propagation de ces organismes dans le système recirculé qui va faire, in fine, que concentrer ces organismes si les équipements pour éviter ce risque ne sont pas intégrés dans la boucle de recirculation. Donc, pour éviter les risques de contamination horizontale et verticale,
On considère des choix techniques qui sont définis en fonction des types d'agents infectieux à traiter, suivant l'espèce, suivant le cycle, l'endroit où on est, le risque de présence de pathogènes. Si on vient pomper dans une rivière, qui doit être connu, il doit être identifié, que ce soit des bactéries, que ce soit des virus, des parasites ou des champignons. À partir de là, quand on connaît le type de pathogène qu'on doit traiter, on s'intéresse à la dose germicide qu'il faut appliquer pour pouvoir les traiter efficacement. Les traiter, ça veut dire les tuer, hein, par la désinfection ou la stérilisation. Et on retient le pathogène qui est le plus résistant pour définir l'équipement qui doit être intégré dans la boucle de recirculation. Donc, les dimensionnements des équipements se font en fonction des débits à traiter et du temps de contact souhaité pour avoir une efficacité de la désinfection ou de la stérilisation. Donc, le cas de la désinfection avec un stérilisateur UV, donc le tableau de droite, c'est issu de la littérature. Hein. Si on épluche la littérature, qu'on fait des recherches, on trouve des données qui sont très intéressantes, qu'il faut croiser en fonction avec les caractéristiques qu'on connaît des risques de pathogènes et ceux auxquels on s'intéresse. Et à partir de là, on peut connaître une dose germicide à appliquer pour pouvoir abattre efficacement. Donc, quand on parle d'abattre efficacement, ici, c'est des données qui renseignent des taux de désinfection de l'ordre de 99,99% à log 4. Donc, on est vraiment sur un niveau de désinfection très important. Si on prend un exemple, les Vibrio choléra, la dose germicide est très faible. Vous voyez, c'est 0,65 milliwatts par seconde par centimètre carré ou millijoules par centimètre carré. Par contre, si on doit traiter d'autres virus, comme les adénovirus, là, il faudra développer une puissance germicide beaucoup plus importante, de l'ordre de 200 millijoules par centimètre carré. Voilà, ces caractéristiques-là sont très importantes. Et pour être vraiment efficace, il faut avoir une qualité d'eau qui soit vraiment bien traitée en amont. La présence des matières en suspension, en fait, va venir s'interposer entre le virus et la lampe UV, et le stérilisateur UV va perdre de son efficacité. Donc, ce qu'il importe, c'est d'avoir une eau la plus claire possible. Donc, placez votre stérilisateur UV après la filtration mécanique et adapter la filtration mécanique pour optimiser la transmittance de l'eau et assurer le fonctionnement le plus efficace du stérilisateur UV. Mais la dose germicide, elle diffère entre l'eau neuve. L'eau neuve, c'est celle qui est pompée pour assurer le complément d'eau d'un système recirculé. Donc là, c'est un passage unique, donc il faut prévoir de surdimensionner ou donner une surcapacité peut-être au stérilisateur UV. Et la dose germicide qui est retenue pour l'eau recirculée, elle peut être légèrement inférieure au seuil recherché parce qu'on a une recirculation continue de l'eau dans le système. Et donc, les puissances qui sont appliquées en traitement de l'eau par stérilisateur UV, suivant qu'on soit en présence d'une eau neuve ou d'une eau recirculée, elle ne sera pas la même. Pour les stérilisations par ozonation, donc dans ce cas de figure, pareil, dans la littérature, on peut retrouver des données qui nous indiquent quelle est la quantité d'ozone qu'il faut apporter. Donc, cette quantité s'exprime en milligrammes par minute par litre. Donc, par minute, ça veut dire qu'il faut assurer un temps de contact minimum pour avoir une désactivation des virus, un traitement efficace des pathogènes. Donc, pour faire le calcul rapidement, on doit identifier la quantité d'ozone à apporter pour avoir une efficacité de désinfection et de stérilisation. Les équipements d'ozonation nous renseignent la quantité d'ozone qui est délivrée par l'équipement, donc en milligrammes par litre, et la variable minute, elle est définie en dimensionnant la chambre de contact. Classiquement, ce sont des cônes d'oxygénation dans lesquels on vient insuffler, on vient brancher une arrivée d'air supplémentaire en ozone pour avoir une installation de traitement en ozonation. Il faut considérer par contre un facteur important, c'est-à-dire que l'ozone, c'est un oxydant très très fort. Il est radical sur la vie et la vie aquatique en l'occurrence. Et il faut bien doser l'ozone pour éviter qu'il y ait une concentration résiduelle qui se retrouve dans les bassins d'élevage. Donc, il faut avoir ça en tête, que l'ozone, c'est quelque chose qui s'utilise pour des experts. On ne se lance pas dans des traitements
à l'ozone pour essayer. Ça peut tout de suite tourner à des situations qui sont compliquées et un investissement qui n'est pas forcément le plus approprié. Le contrôle des gaz dissous, donc ça c'est un élément qui est important pour assurer la bonne oxygénation de l'eau, mais qui dit bonne oxygénation de l'eau dit des organismes aquatiques qui sont dans des conditions propices, favorables, et donc ils vont performer. Donc, ils vont avoir une bonne croissance, c'est ce qui est recherché par tout éleveur, et également ils vont avoir un bon indice de conversion de l'aliment, celui qui est affiché sur les fiches techniques ou qui est connu. C'est pas forcément la réalité, et c'est pas forcément la réalité, ça peut avoir avec les paramètres de qualité d'eau, dont en priorité, bien sûr, la présence d'oxygène en quantité suffisante. Et donc, pour contrôler les gaz dissous, on va voir les équipements qui sont utilisés pour permettre d'avoir une bonne oxygénation, mais également, comme le soulignait Mathieu, il faut bien évidemment éliminer l'accumulation de CO2 qui peut amener à une sursaturation, des difficultés en élevage quand ce sont des élevages qui sont faits à forte concentration. Donc, la considération lors du choix des équipements, elle va dans le sens de l'évaluation de la consommation en oxygène par les poissons et les bactéries. Parce qu'en fait, un élevage en système recirculé, on cultive quasiment autant de poissons que de bactéries, voire plus de bactéries en termes de consommation en oxygène. Donc, les critères à prendre en compte pour évaluer la consommation d'oxygène, c'est la biomasse, l'âge et la taille des organismes aquatiques, le taux de nourrissage, qui va tout de suite influencer l'activité métabolique des poissons, mais également celle des bactéries en présence dans le système recirculé, la température de l'eau et le niveau de stress des poissons. Le graphe au-dessus, je pense que c'est quelque chose qui est couramment connu, mais qui est toujours bien de rappeler, c'est que la concentration en oxygène dans l'eau diminue en fonction de la température. Donc, en milieu tropical, on travaille avec des faibles concentrations en oxygène par rapport à ce qu'on peut retrouver en élevage en milieu tempéré, où le taux de saturation en oxygène est plus élevé à basse température. Donc, de manière générale, la consommation en oxygène d'un RAS, elle peut être évaluée en fonction de la quantité d'aliments distribués pour simplifier les choses. Donc, suivant le type d'espèce, le stade d'élevage, on est sur des variables entre 0,25 et 0,5 kg d'oxygène par kilo d'aliments. Donc, ça nous permet d'avoir une indication de est-ce que je vais avoir des concentrations trop faibles en sortie de bassin, est-ce qu'il faut que je prévoie des systèmes d'apport d'oxygène pour pouvoir maintenir une concentration optimum dans les bassins d'élevage, ou alors est-ce que je peux utiliser des systèmes de contrôle des dissous passifs, comme on va voir là. Donc, les cônes d'oxygénation, c'est des systèmes qui fonctionnent avec une arrivée d'eau sur laquelle on vient brancher une arrivée d'oxygène, et dans cette chambre de contact se fait la sursaturation en oxygène qui peut atteindre 800%, avec un rendement très intéressant. Généralement, ce réseau d'eau en eau suroxygénée est parallèle au réseau d'eau général de recirculation de l'eau, parce que c'est une question de dimensionnement de débit. On ne peut pas assurer les 150 ou 200% de renouvellement d'eau uniquement avec ce réseau. Donc, c'est un réseau parallèle. Les plateformes à jet qui sont classiques en triticulture sur les fermes traditionnelles. Donc, ce sont des installations qui fonctionnent, elles, en gravitaire, avec un taux de saturation en oxygène en sortie qui peut atteindre 200%, et avec un rendement intéressant aussi pour ce type d'équipement de l'ordre de 90%. Et les colonnes de dégazage, donc ça, ce sont des systèmes qui sont utilisés pour des installations à faible densité, avec des densités qui vont de l'ordre de 15-20 mètres cubes par kilo par mètre cube, pardon. On peut s'appuyer sur cette technologie qui ne consomme pas, qui n'a pas de charge opérationnelle, c'est juste appuyer sur la capacité de l'eau à se désaturer en CO2, à se réoxygéner de manière passive en traversant en fait un substrat, pas des biobols, pardon, des biogaz, non, des rings, je ne sais plus comment on dit en français, des anneaux de dégazage, pardon. Et donc, les anneaux de dégazage sont placés dans la colonne et l'eau percole à travers, et on peut relativement bien contrôler le taux d'oxygène
le réseau d'eau entrant dans les bassins à partir de ces fonctionnements. Juste Sébastien, Donc, pour terminer, Sébastien, tu as dépassé un petit peu ton temps. S'il ne te reste pas beaucoup de diapos pour pas trop. non, j'ai fini là. Ok, très bien, je Il te en laisse la reste 2. parole. On arrive à la fin. Excuse-moi pour le dépassement. Je termine. Enfin, il faut s'intéresser au fonctionnement hydraulique des systèmes recirculés. Il faut bien prévoir d'avoir des bonnes pentes d'eau. Il faut avoir les bons dimensionnements. Le principe recherché, c'est d'éviter d'avoir des zones d'accumulation de matière en suspension qui peuvent créer des conditions qui sont vraiment défavorables avec l'accumulation des zones de propagation des pathogènes. Et il faut également réduire les pertes de charge au maximum pour optimiser le poste de consommation énergétique. Donc ça, c'est tout un travail d'ingénierie, de conception et de dimensionnement pour assurer un fonctionnement hydraulique performant. Donc dans les bassins, des vitesses d'eau dans les bassins, on recherche des vitesses de passage optimum qui permettent justement d'éviter la sédimentation des matières en suspension. Donc ça, c'est un travail qui tourne autour des rapports longueur-largeur des bassins pour optimiser l'hydraulique. Dans ces bassins, il faut prévoir bien sûr une pente de fond pour pouvoir chasser les matières en suspension qui peuvent sédimenter. Et concernant les canalisations, les réseaux, il faut prévoir d'avoir une vitesse minimum de 80 cm par seconde pour, encore une fois, éviter qu'il y ait des zones de sédimentation et avoir une vitesse d'avancement de l'eau qui permettent d'optimiser le poste de consommation, parce que cette eau-là, en circuit pression, elle est poussée par les pompes. Et il faut éviter d'avoir des variations de débit pour optimiser le fonctionnement hydraulique des systèmes recirculés. Voilà. Merci.